Il regarda la mer et sut comme il était seul. Mais il distinguait les prismes de l'eau sombre et profonde, et la ligne qui le tirait vers l'avant, et l'étrange ondulation du calme. Les nuages s'accumulaient maintenant sous le souffle de l'Alizé, et quand il regarda droit devant, il aperçut un vol de canards sauvages comme découpé contre le ciel et l'eau, puis s'effaçant, puis net à nouveau, et il sut qu'aucun homme n'était jamais seul sur la mer. Il pensait à combien les hommes redoutaient de perdre de vue la côte dans un bateau minuscule, et que bien sûr ils avaient raison pendant les mois de ces mauvais temps soudains, mais en ce moment, c'était la saison des ouragans. Et quand il n'y a pas d'ouragan, les mois à ouragan sont les meilleurs de l'année. Quand un ouragan approche, tu en vois toujours les signes dans le ciel 4 jours à l'avance, si tu es en mer. Ils ne le savent pas sur la côte, parce qu'ils ne sauraient pas les reconnaître, pensa-t-il. La côte aussi change la forme des nuages, et pour l'instant, pas d'ouragan qui approche. Il regarda le ciel, vit les cumulus blancs s'empiler amicalement comme des ice creams, et encore plus haut, les fines plumes des cirrus contre le haut ciel de septembre. Légère brise, dit-il. Un temps bien meilleur pour moi que pour toi, le poisson. Sa main gauche était encore ankylosée, mais elle se dénouait doucement. Je déteste les crampes, pensa-t-il. C'est une tricherie de ton propre corps. C'est humiliant devant les autres d'avoir la diarrhée à cause d'une intoxication alimentaire. Pareil si ça te fait vomir. Mais une crampe! Il y pensait comme à une calambre. Et ça t'humilie encore plus si tu es seul. Si le garçon avait été là, il aurait pu la frotter pour moi et l'assouplir depuis l'avant-bras, pensa-t-il. Mais elle s'assouplira. À ce moment-là, de la main droite, il perçut une différence dans la traction de la ligne, avant même qu'il en voie changer l'inclinaison à la surface. Alors, tandis qu'il se penchait pour compenser la ligne et qu'il se frappait fort et rapidement la cuisse de sa main gauche, il vit la ligne lentement remonter vers le haut. « Il remonte, dit-il. Dépêche-toi la main. S'il te plaît, finis maintenant. » La ligne s'éleva lentement et régulièrement, puis la surface de l'océan devant bouillonna et le poisson parut. Il n'en finissait pas de s'élever et l'eau lui ruisselait sur les flancs. Il brillait dans le soleil et sa tête et son dos étaient mauves, sombres, et les zébrures de ses flancs semblaient si larges et légèrement lavantes dans la lumière. Son éperon était long comme une batte de baseball et aiguisé comme une épée, et il s'enleva de toute sa longueur au-dessus de l'eau, puis y réentra en douceur comme un plongeur. Et le vieil homme vit la grande lame de faux de sa queue disparaître à son tour, et la ligne commença de se dévider. « Il est plus long que le canot, d'au moins 2 pieds, dit le vieil homme. La ligne filait rapidement, mais régulièrement, et le poisson n'était pas effrayé. Le vieil homme essayait de ses 2 mains de garder la ligne juste sous son point de cassure. Il savait que s'il ne pouvait pas ralentir le poisson par une pression régulière, le poisson pourrait emporter toute la ligne et la casser. « C'est un grand poisson, et je dois le convaincre, pensa-t-il. Je ne dois pas lui permettre de savoir sa force, ni ce qu'il pourrait faire s'il maintient sa course. Si j'étais lui, je donnerais tout ce que j'ai maintenant, et je foncerais jusqu'à ce que quelque chose casse. Mais Dieu merci, ils ne sont pas intelligents comme nous qui les tuons, même s'ils sont plus nobles et plus capables. » Le vieil homme avait vu tant de grands poissons, il en avait vu beaucoup qui pesaient plus de 500 kilos, et dans sa vie, il en avait déjà attrapé 2 de cette taille, mais jamais tout seul. Et là, tout seul, et hors de vue des côtes, et voilà qu'il était attaché à un des plus gros poissons qu'il avait jamais vu, et plus grand que ceux dont il avait jamais entendu parler, et en plus sa main gauche était si ankylosée et crispée qu'on aurait dit les serres d'un aigle. Elle se dépliera cependant, pensa-t-il. Sûrement qu'elle se dépliera pour aider ma main droite. Il y a 3 choses qui sont frères, le poisson et mes 2 mains. Elle doit se déplier, c'est pas chouette de sa part d'avoir cette crampe. Le poisson avait ralenti de nouveau et repris son allure habituelle. Je me demande pourquoi il a sauté, pensa le vieil homme. Il a sauté de cette façon comme pour me montrer combien il était grand. Je le sais maintenant de toute façon, pensa-t-il. J'espère que je lui montrerai moi aussi quelle sorte d'homme je suis. Mais alors, il s'apercevra que j'ai ma main bloquée. Mieux vaut qu'il pense que je suis plus homme que je ne suis, et il en sera ainsi. Je préférerais être le poisson, pensa-t-il, car tout ce qu'il a contre lui, c'est seulement ma volonté et mon intelligence. Il s'installa confortablement contre le plat-bord et prit son malheur en patience, tandis que le poisson continuait de nager et que le bateau filait lentement à travers les eaux sombres. Il y avait maintenant une petite mer qui levait, avec le vent venu d'est, et à midi, la main du vieil homme se dénoua. « Mauvaise nouvelle pour toi, le poisson, » il dit, et il retendit la ligne sur le sac qui lui couvrait les épaules. C'était confortable, mais ça faisait mal, même s'il n'aurait jamais admis l'idée d'avoir mal. « Je ne suis pas religieux, » il dit, « mais je dirais 10 Notre Père et 10 Je vous salue Marie si je l'attrape, ce poisson. Et je promets de faire un pèlerinage à la Vierge de Cobre si je l'attrape, je le jure. » Il commença à dire ses prières mécaniquement. Quelquefois il était si fatigué qu'il n'arrivait plus à s'en souvenir. Alors il devait toutes les redire très vite pour qu'elles reviennent automatiquement. Les « Je vous salue Marie » étaient plus faciles à dire que les « Notre Père », pensa-t-il. « Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Puis il ajouta, Sainte Marie, qui est bénie, prie pour la mort de ce poisson. Ça serait merveilleux. Une fois ces prières dites, et se sentant mieux mais souffrant, exactement comme avant et peut-être même un peu plus, il se cala à nouveau contre le bois de la proue et commença mécaniquement à faire travailler les doigts de sa main gauche. Le soleil était brûlant maintenant, même si la brise se levait doucement. Je devrais réappâter une petite ligne à la poupe, il dit. Si le poisson décide de continuer une autre nuit, j'aurai besoin de manger à nouveau, et je n'ai plus beaucoup d'eau dans ma bouteille. Je ne sais pas ce que je pourrais attraper à part un dauphin ici. Mais si je le mange suffisamment frais, c'est pas si mauvais. J'aimerais bien qu'un poisson volant tombe dans le canot cette nuit. Mais je n'ai pas de lumière pour les attirer. Un poisson volant c'est bon à manger cru, et je n'aurai même pas à le couper. Je dois économiser mes forces maintenant. D'où Jésus, je ne savais pas que c'était un si gros. Je le tuerai quand même, dit-il, dans toute sa grandeur et sa gloire. Et pourtant c'est injuste, pensa-t-il. Mais je lui montrerai ce qu'un homme peut faire et ce qu'un homme peut souffrir. J'ai dit au gamin que j'étais un drôle de vieux bonhomme, il dit. Maintenant, je n'ai plus qu'à le prouver. Le millier de fois qu'il l'avait prouvé ne signifiait plus rien. Maintenant, il devait le prouver à nouveau. Chaque fois, c'était une nouvelle fois, et il ne pensait jamais au passé quand il devait l'accomplir. Je voudrais qu'il s'endorme, et moi aussi je pourrais dormir et rêver des lions, pensa-t-il. Pourquoi les lions sont-ils la chose principale qui me soit restée? Arrête de gamberger, le vieux, pensa-t-il. Récupère gentiment en te calant contre le plat-bord et ne pense à rien. C'est lui qui travaille. Toi, travaille le moins que tu peux. On s'engageait dans l'après-midi, et le bateau continuait sa course lente et régulière, mais il y avait une résistance supplémentaire à cause de la brise venue d'est, et le vieil homme profitait de cette petite mer. La douleur de la corde sur son dos se fit plus supportable et moins aiguë. Dans le milieu de l'après-midi, la ligne commença de nouveau à se relever, mais le poisson continuait de nager simplement à une profondeur un peu moins grande. Le soleil portait sur le bras gauche du vieil homme, son épaule et son dos. C'est ainsi qu'il sut que le poisson avait viré nord-est. Maintenant qu'il l'avait vu une fois, il pouvait se le représenter glissant dans l'eau avec ses nageoires pectorales presque mauves, déployées comme des ailes, et la grande queue relevée tranchante dans l'obscurité. Je me demande ce qu'il arrive à voir à cette profondeur, pensa le vieil homme. Ses yeux sont gigantesques, et on dit qu'un cheval, même avec des yeux bien moins gros, peut voir dans la nuit. Pas dans la nuit complète, mais presque aussi bien qu'un chat. D'exercer sans discontinuité sa main gauche et de la réchauffer au soleil l'avait assoupli. Il commença à augmenter la tension qu'il lui demandait, et il étira les muscles de son dos pour compenser un peu la douleur de la corde. « Si tu n'es pas fatigué, le poisson, dit-il fort, tu ne dois pas être ordinaire. » Lui se sentait vraiment fatigué maintenant. Il savait que la nuit arriverait vite, et il se força à penser à autre chose. Il pensa au tournoi des grandes ligues, ce qu'il appelait les Grandes Ligas, et il savait que les Yankees de New York affronteraient les Tigres de Détroit. « C'est le deuxième jour où je ne saurai pas les résultats des Juegos, pensa-t-il. Mais j'ai confiance. Sûr que je peux avoir confiance dans le grand DiMaggio, qui fait tout à la perfection, même avec la douleur de cette calcification au talon. C'est quoi une calcification, se dit-il à lui-même. Une espuela de hueso? Nous, on n'a pas ça. Est-ce que ça fait aussi mal qu'un ergot de coq de combat au talon? Perdre un œil ou les deux yeux et continuer à se battre comme se battent les coqs de combat? Peu. Un homme, ce n'est pas fait comme les grands oiseaux et les bêtes. Même là, je préférerais être cette bête, là, dans les profondeurs de la mer. Sauf si les requins viennent, dit-il fort. Si les requins arrivent, Dieu ait pitié de moi comme de lui. Tu crois que le grand DiMaggio, il continuerait avec un poisson aussi longtemps que moi je suis resté avec celui-ci, pensa-t-il. Je suis sûr qu'il le ferait, et même plus longtemps encore, puisqu'il est jeune et fort, et son père était aussi un pêcheur. Mais est-ce que sa calcification au talon ne lui ferait pas trop mal? J'en sais rien, dit-il à voix haute. Je n'ai jamais eu de calcification au talon. Quand le soleil se coucha, pour se redonner un peu de confiance en lui-même, il se souvint de ces moments dans un bistrot à Casablanca, quand il avait fait un bras de fer contre un grand noir de Cienfuegos, qui était l'homme le plus fort du port. Ils avaient tenu un jour et une nuit, les coudes posés sur une ligne de craie à même la table, leurs avant-bras dressés et les mains agrippées serrées, chacun essayant de repousser la main de l'autre jusqu'à la table. Les paris ne cessaient de monter. Les gens entraient et sortaient du bistrot sous les lampes de kérosène, et lui il regardait le bras et la main du noir et puis son visage. Il changeait d'arbitre toutes les 4 heures, une fois passées les 8 premières pour que les arbitres puissent dormir. Le sang sortait de sous leurs ongles à tous deux, aussi bien ses mains que celles du noir, et ils se regardaient l'un l'autre dans les yeux, tandis que les parieurs entraient et sortaient, s'asseyaient sur des hauts tabourets le long du mur et les surveillaient. Les murs étaient de bois peint en bleu et les lampes y projetaient leur ombre. L'ombre du noir était une ombre géante et elle bougeait sur le mur chaque fois qu'un souffle d'air agita la lampe. Leur cote s'inversa régulièrement toute la nuit
et il donnait du rhum au noir, et à lui allumait ses cigarettes. Un moment, après avoir bu un rhum, le noir avait tenté un effort intense, et il avait repoussé la main du vieux, qui n'était pas un vieil homme mais Santiago, le campeón, presque à 3 doigts de la table. Mais le vieil homme avait relevé le bras, prêt à tenir jusqu'à la mort. Il était sûr qu'il battrait le noir, qui était un chouette type et un bel athlète, et à l'aube, quand les parieurs demandèrent qu'on déclare match nul, et que les arbitres hochaient la tête, il avait décuplé son effort, poussé la main du noir de plus en plus bas jusqu'à toucher le bois, et y restait. Le match avait commencé le dimanche matin, et c'était fini le lundi matin. Beaucoup de parieurs avaient demandé l'arrêt du match parce qu'ils devaient repartir travailler sur les docks à décharger les sacs de sucre, ou bien embarquer du charbon pour la Havana Coal Company. Sinon, tous auraient voulu que ça aille à son terme. Mais il avait fini ça de toute façon, avant qu'ils aient à partir au boulot. Bien après que tout le monde ait commencé de l'appeler le champion au printemps, ils avaient décidé du match revanche. Mais il n'y eut pas beaucoup d'argent de parier, et il gagna facilement, ayant cassé la confiance du noir de Cienfuegos au premier match. Après, il avait encore fait quelques matchs et puis plus. Il savait qu'il pouvait battre n'importe qui s'il voulait, et il savait que ce serait mauvais pour sa main droite s'il voulait continuer à pêcher. Il avait tenté quelques matchs en se servant de la main gauche, mais sa main gauche avait toujours été traître et ne faisait jamais ce qu'il voulait qu'elle fasse. Alors il ne pouvait pas lui faire confiance. Le soleil l'aura bien recuite maintenant, pensa-t-il. Elle ne me fera plus de crampes, à moins qu'il fasse trop froid cette nuit. Il va se passer quoi cette nuit? Je me le demande.